Le propre d'un accord de libre-échange, c'est de produire des gagnants et des perdants. Cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur encourage des filières qui sont les plus nocives des deux côtés de l'Atlantique. Le Brésil, c'est le plus gros utilisateur de pesticides au monde. C'est 6 kilos par hectare, quand en France, on est à 3,6. Des méga exploitations, comme Marine l'a dit, qui vont continuer à tuer le poumon de la planète, qui va continuer d'effondrer la biodiversité, et ça fera des victimes là-bas, mais ça fera des victimes ici, parce que le dérèglement climatique, il est planétaire. L'agriculture devient une monnaie d'échange. Un deal que certains résument par cette formule, viandes argentines contre voitures allemandes. Les accords UE-Mercosur, c'est bétail contre bagnole. Donc voilà, on est là symboliquement aujourd'hui pour dire qu'on s'oppose à cet accord et qu'on s'oppose surtout à tous les accords de libre-échange. Qu'ils construisent une mise en compétition déloyale entre des systèmes productifs qui ne répondent pas aux mêmes logiques, qui ne répondent pas aux mêmes règles. L'usage massif du Roundup, des variétés transgéniques, des aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques. La question est de savoir à quels besoins répondent-ils. Est-ce que nous voulons importer des produits pour satisfaire les besoins des populations ou est-ce que nous voulons augmenter le commerce international pour satisfaire l'appétit des entreprises multinationales, des intermédiaires, de l'agrobusiness qui, en fait, maîtrisent ces marchés internationaux? C'est un enjeu économique majeur et une opportunité unique. Ce traité commercial avec les 5 pays du Mercosur ouvrirait aux Européens un marché de 270 millions de consommateurs. Certains pensent que c'est vers là que doit aller l'agriculture. Le débat, il est fondamentalement politique. Est-ce que c'est cette agriculture-là que nous voulons demain au sein de l'Union européenne ou est-ce que nous voulons une agriculture paysanne qui permette aux producteurs de vivre dignement? La Commission européenne a fait le choix, il faut bien le dire, de tuer une partie de l'agriculture européenne. Quand Emmanuel Macron dit « je ne signerai pas l'accord UE-Mercosur », c'est sans doute pour rassurer la population française, les agriculteurs français, mais ça n'a aucune stricte réalité concrète. Je m'appelle Maxime Combes, je suis économiste. Je travaille pour une petite structure qui s'appelle l'ETEC, l'Association internationale de techniciens, experts et chercheurs. Je co-anime le collectif national qui s'appelle Stop Mercosur, qui s'est appelé aussi Stop CETA ou Stop TAFTA quand il y avait des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis, et qui regroupe les ONG, associations, collectifs citoyens, syndicats, paysans et de travailleurs également, qui, depuis des années, sont mobilisés contre ces accords de libre-échange et pour faire advenir une mondialisation qui respecte les droits des populations, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, qui permettent d'être finalement à la hauteur des grands enjeux du XXIe siècle. Un accord de libre-échange, basiquement, c'est la décision de libéraliser un certain nombre de secteurs économiques. Libéraliser, cela signifie en fait démanteler les régulations publiques existantes. Ce qu'il faut comprendre dans un accord de libre-échange, c'est qu'il est en fait décidé de mettre en concurrence des secteurs pleins et entiers, des filières complètes qui vont reposer sur des règles environnementales qui vont s'inscrire dans des systèmes économiques, dans des systèmes sociaux complètement différents, voire quand on regarde le monde agricole, qui vont finalement dépendre de situations climatiques, de situations territoriales, de terres et de terrains totalement différentes. Un accord de libre-échange, par construction, construit de la concurrence déloyale entre des secteurs qui ne reposent pas sur les mêmes règles et qui n'ont pas accès aux mêmes ressources. Dans sa ferme des Yvelines, Olivier Grand élève ses vaches limousines depuis 8 ans. 200 bovins et un coût de production 2 à 3 fois supérieur aux exploitations sud-américaines. C'est un aliment à base de lin, luzerne, pulpe de betterave. Ça coûte plus cher que ce que font nos amis dans des pays du sud de l'Amérique notamment. Les promoteurs des accords de libre-échange considèrent que ceci va conduire à une concurrence donc accrue entre ces secteurs, faire baisser les prix, et cette baisse des prix va être bénéfique pour les consommateurs qui vont gagner en pouvoir d'achat et donc du coup avoir un gain de bien-être, un gain de PIB dans les territoires concernés. Ça, c'est la justification première des accords de libre-échange. Le propre d'un accord de libre-échange, c'est de produire des gagnants
et des perdants. Globalement, on voit que les effets sociaux de ces accords de libre-échange, eh bien, c'est la destruction d'emplois relativement massifs dans des zones historiquement industrielles, demain agricoles, si tous les accords de libre-échange viennent à voir le jour. Et ceci a des effets sociaux importants. Ça a été du chômage massif dans les pays anciennement industrialisés, tels que des régions industrielles des États-Unis, la Pennsylvanie, le Michigan, mais le nord et l'est de la France également, et on le voit dans d'autres régions de la planète. J'ai 5 enfants, qu'est-ce que je vais faire? La lainière, c'était mon travail, c'était ma vie, c'était mon mari aussi. On était à 2 dans la lainière, et comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Donc on voit que la mondialisation, on peut pas simplement, et ces accords de libre-échange, on peut pas simplement les évaluer du point de vue de leurs gains attendus en termes de PIB, parce qu'ils ont des répercussions sur des vies concrètes. Ces accords de libre-échange sont de plus en plus négociés depuis une vingtaine d'années. L'Organisation mondiale du commerce, créée en 1995, qui avait pour fonction d'organiser cette libéralisation pour l'ensemble des pays de la planète, est retrouvée relativement bloquée dans son agenda de libéralisation, notamment parce que sur le secteur agricole, des mobilisations citoyennes, mais également des pays du Sud, tels que le Brésil, mais aussi l'Inde, à un moment donné, ont bloqué cet agenda de libéralisation du secteur agricole. Cela n'est jamais arrivé, où on trouve des paysans, des syndicalistes ouvriers, des écologistes, des associations de consommateurs et des simples citoyens qui se retrouvent ensemble à Seattle pour dire on refuse les règles actuelles de l'OMC, on veut véritablement que les droits humains, que les droits des peuples soient respectés. Et dès lors, la Commission européenne, les institutions européennes, mais à la demande des États membres, ont commencé à multiplier les négociations d'accords de libre-échange avec les pays tiers. L'accord de libre-échange avec le Mercosur est un accord qui est en négociation depuis plus de 25 ans maintenant. Le mandat de négociation qui a été demandé par la Commission européenne et délivré par les États membres de l'Union européenne le lui a été en 1999. Ce mandat de négociation n'est toujours officiellement pas publié, mais la société civile l'a obtenu et l'a rendu public, l'a fait fuiter. Il ne comprend strictement rien pour tenir compte de la lutte contre le réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité, de la lutte contre la déforestation, qui est un enjeu majeur quand on négocie quelque chose avec les pays du Mercosur, mais également pour la préservation des emplois décents, des emplois de bonne qualité. C'est un mandat qui est vraiment du siècle dernier et qui est totalement obsolète. L'accord UE-Mercosur est très symbolique de cette logique qui consiste à monnayer la libéralisation d'un secteur contre un autre. Quand l'Union européenne souhaite négocier un accord de libre-échange avec un pays tiers, qui plus est quand il s'agit du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay, c'est pour ouvrir des marchés à ces entreprises multinationales exportatrices, principalement dans les services, dans l'industrie, dans le commerce, mais également pour partie dans l'agriculture. C'est la raison pour laquelle l'agriculture devient une monnaie d'échange. Et parce que principalement, le Brésil et l'Argentine sont deux puissances agricoles exportatrices, extrêmement puissantes, deux des plus puissantes à l'échelle internationale, et que de leur point de vue, leurs productions qui sont les plus compétitives, ce sont des matières premières minières, énergétiques et agricoles. Donc, par nécessité, lorsque vous négociez un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, eh bien, vous avez un donnant-donnant qui ouvre les marchés agricoles européens. Contre l'ouverture de ces marchés agricoles, l'Union européenne a obtenu l'ouverture du secteur pharmaceutique dans les pays du Mercosur, mais également son industrie aéronautique ou automobile, également un certain nombre de filières agricoles. Et donc les grands gagnants de cet accord UE-Mercosur, ce sont effectivement les entreprises européennes de la pharmaceutique qui vont en gagner des marchés au Brésil. Gagner des marchés pour des entreprises européennes, ça signifie que des entreprises brésiliennes ou des entreprises argentines, uruguayennes vont perdre les leurs. Et d'ailleurs, l'étude d'impact de la Commission européenne autour de l'accord UE-Mercosur montre très bien qu'il va y avoir du chômage généré dans les filières où les entreprises européennes vont gagner des marchés. Autre exemple sur les questions agricoles, il est clair que pour les pays du Mercosur, il est important de pouvoir exporter plus de bœuf, plus de sucre, plus d'éthanol vers les marchés européens. Et en contrepartie, l'Union européenne a obtenu l'ouverture, par exemple, du secteur agricole sur le lait ou sur les vins et spiritueux. Et donc, on a deux filières agricoles françaises européennes qui sont relativement très industrialisées, compétitives à l'international, qui vont gagner à ces marchés-là. Et ceci, encore une fois, on peut le voir comme étant bénéfique
pour les filières européennes, mais ça signifie pas que c'est le producteur de lait qui va gagner en France. Ce sont les intermédiaires qui vont gagner. Ça signifie pas que c'est un petit producteur de vin qui va bénéficier de cela. Ça signifie que ce sont les grands acteurs agro-industriels des vins et spiritueux qui vont gagner à cet échange. En contrepartie, ce sont des petits producteurs là de lait pour des marchés locaux au Brésil. Il n'y a pas de grand marché national au Brésil du lait pour l'instant, à part celui que Lactalis est en train de construire. Ce sont ces petits producteurs, généralement d'une agriculture paysanne et familiale, qui peuvent exister en Argentine, au Paraguay, en Uruguay ou au Brésil, qui vont perdre. En Amérique du Sud, si on est capable de produire à moins cher qu'en France, malgré qu'on ait du transport et des tas de choses comme ça, moi j'y vois qu'une chose, c'est la misère en Amérique du Sud. Parce que si on crée la misère ici, ça veut dire que le paysan de la Bolle l'a vendu encore moins cher que ce que nous on est capable de le faire. C'est aller tout le temps au moins 10 ans. Et c'est des choses qui me révoltent un petit peu. Si tous les quotas existants en cours de négociation, en cours de finalisation voient le jour, eh bien, l'Union européenne va importer l'équivalent de 50% des bons morceaux de bœuf qu'elle consomme par an. Ça, c'est clairement suffisant pour à la fois faire disparaître un certain nombre de producteurs de bœuf sur le territoire européen, pour déstabiliser les marchés européens, et par ailleurs, du coup, pousser, parce que c'est ça que produisent les accords de libre-échange en matière agricole, pousser à l'agrandissement, à l'intensification et à l'industrialisation des productions agricoles. Par ailleurs, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, de fait, encourage des filières qui sont les plus nocives des deux côtés de l'Atlantique. Cela encourage l'agro-négocio, l'agro-business brésilien et argentin, par ailleurs qui généralement vote Bolsonaro ou vote Milei, donc du coup plutôt extrême droite, qui en a strictement rien à faire des enjeux climatiques, de la protection de la forêt ou du bien-être de ses salariés, et qui est donc du coup le pire de ce qu'on peut imaginer du point de vue agricole. Et côté européen, ça encourage la chimie, ça encourage l'industrie des pesticides, ça encourage l'industrie automobile qui va continuer et donc pouvoir continuer à produire des véhicules thermiques pour les exporter dans les pays tiers d'Amérique du Sud, alors que leur commercialisation va être progressivement interdite en Europe. Donc, est-ce que c'est vraiment cela dont on veut avec un accord de libre-échange de ce type ? L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur a été finalisé en 2019. Les négociations ont avancé dans les années 2000, elles ont été souvent bloquées et arrêtées, et elles ont repris à la fin des années 2010. Entre 2017 et 2019, il a été finalisé avec le consentement et l'appui de la France. Emmanuel Macron a de fait validé le fait qu'il puisse être finalisé. Petit aparté, il n'y a jamais eu autant d'accords de libre-échange en négociation, finalisés, entrés en application que depuis que Emmanuel Macron est président de la République. Il n'a jamais considéré que c'était une priorité pour la France que de réellement empêcher cette fuite en avant dans la libéralisation et dans l'approfondissement de cette mondialisation néolibérale. Il se trouve que lorsque cet accord du Mercosur a été annoncé comme finalisé en juin 2019, s'en est suivi l'organisation du G7 en France et des échanges un peu compliqués entre Emmanuel Macron et Bolsonaro. Il se trouve qu'il y a eu des feux de forêt absolument gigantesques au Brésil et une pression extrêmement forte du point de vue international pour dénoncer le gouvernement de Bolsonaro. Et quelques mois après avoir soutenu l'accord UE-Mercosur, Emmanuel Macron a changé de position pour, in fine, dire qu'il fallait peut-être ne pas le finaliser totalement et considérer que cet accord UE-Mercosur n'était pas acceptable en l'état. Mais ceci a été un discours principalement tourné vers l'opinion publique française. Finalement, nous on l'a un peu simplifié en disant que la France et Emmanuel Macron s'opposaient à l'accord UE-Mercosur à Paris, mais ne prenaient aucune initiative à Bruxelles pour empêcher que cet accord soit finalisé. La France n'a jamais exigé que le mandat de négociation soit retiré à la Commission européenne. Donc on est dans une situation aujourd'hui où la France dit « cet accord UE-Mercosur n'est pas acceptable en l'état », mais de fait, n'a jamais retiré le mandat à la Commission européenne de finaliser les négociations au nom de la France, au nom de chacun et chacune d'entre nous. Donc on a une situation qui est très ambivalente. Sur le volet agricole du Mercosur tel qu'il est proposé, pour nous, c'est non. Sur l'accord UE-Mercosur, la réalité est que la FNSEA est profondément divisée en interne, puisque certaines de ces filières sont plutôt intéressées par cet accord-là. C'est le cas de la filière vin et spiritueux, c'est le cas de la filière laitière, pas nécessairement les producteurs de lait sur le terrain.
Et il se trouve que la FNSEA, d'une manière globale, a accompagné et en fait a co-géré le système agricole avec le gouvernement français et avec ses partenaires au niveau européen, avec la Commission européenne, depuis les 30 dernières années. Et ce système agricole consiste à penser qu'il faut effectivement augmenter la compétitivité prix de l'agriculture française et européenne et qu'elle s'insère de plus en plus sur les marchés internationaux parce que exporter serait finalement un objectif en soi de l'agriculture européenne. La FNSEA est embêtée parce que fondamentalement, ces bases aujourd'hui, ces producteurs de viande sont fondamentalement opposés à cet accord-là. Et donc, du coup, il y a en fait un petit peu un jeu de dupes, mais un jeu qui va de pair entre le gouvernement français et la FNSEA de dire « nous sommes opposés en l'état ». Du contenu de l'accord UE-Mercosur, mais où sont les propositions portées par la FNSEA pour que ce contenu de l'accord soit modifié? Où sont les propositions de la FNSEA pour que ces négociations soient arrêtées finalement? De la même manière qu'on peut avoir des critiques sur la position du gouvernement français, on peut avoir les mêmes critiques sur la position de la FNSEA. Il y a une autre approche qui consiste à dire que fondamentalement, cette mise en compétition est problématique en soi. Parce que là, en fait, en organisant cette compétition, notamment dans le monde agricole, on est en train de produire une éviction par les prix. Seuls les plus compétitifs vont perdurer et ceux qui ne pourront pas s'aligner sur la baisse des prix ou sur des prix plus compétitifs parce que il y aura de nouveaux marchés internationaux d'ouverts, eh bien devront disparaître ou se changer. Mais personne n'est allé dire aux producteurs de viande des Piémonts pyrénéens, du Massif central ou des Alpes qu'il fallait qu'ils arrêtent de produire de la viande et qu'ils se mettent à exporter des voitures thermiques. Et pourtant, c'est cela que le message que véhicule la Commission européenne. Et la question est fondamentalement politique, fondamentalement morale. Veut-on la disparition d'une partie de notre agriculture? Veut-on augmenter notre dépendance aux marchés internationaux pour se nourrir? Cela fait maintenant plus de 30 ans que, à travers l'Organisation mondiale du commerce et les accords de libre-échange, on considère que des marchés internationaux sont plus efficaces que des régulations publiques pour organiser le commerce international. Nous pensons le contraire. Nous pensons que, notamment, nous avons besoin de réguler ce commerce international au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. 30 ans de mondialisation néolibérale, plus 70% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et avec également une situation sociale, une augmentation des inégalités extrêmement importante. Il ne s'agit pas, quand on s'oppose aux accords de libre-échange, de considérer que le commerce international doit s'arrêter. Il n'est pas question de dire que nous n'allons plus importer du café, plus importer des produits que nous ne sommes pas en mesure de produire sur le territoire national. La question est de savoir à quels besoins répondent-ils. Est-ce que nous voulons importer des produits pour satisfaire les besoins des populations ou est-ce que nous voulons augmenter le commerce international pour satisfaire l'appétit des entreprises multinationales, des intermédiaires, de l'agrobusiness, qui, en fait, maîtrisent ces marchés internationaux. Cette logique-là, on en voit tout de suite les limites. Ça ne ruisselle pas. Et c'est pas parce que Lactalis augmente ses bénéfices, son PIB, son chiffre d'affaires mondial, que les producteurs de lait en France, sur le territoire national, mais pas simplement en France, dans les autres pays de la planète, voient leur situation s'améliorer. Il existe une alternative à la libéralisation générale du commerce. Il s'agit plutôt de considérer qu'il est possible de re-réguler ce commerce international au nom de ces principes qui devraient, selon nous, guider l'économie mondiale et les politiques publiques au XXIe siècle, c'est-à-dire le maintien des emplois décents, le fait que quand les gens bossent et que les gens ont du travail, notamment dans le monde agricole, qu'ils puissent en vivre dignement. Et il ne s'agit pas de dire que nous allons arrêter de commercer avec les pays d'Amérique latine, les pays du Mercosur. Il s'agit de considérer que ce commerce-là, il peut être mis au service d'autres logiques. Le débat, il est fondamentalement politique. Est-ce que c'est cette agriculture-là que nous voulons demain au sein de l'Union européenne ou est-ce que nous voulons une agriculture paysanne, une agriculture locale, une agriculture qui vise à satisfaire les besoins des populations dans des marchés locaux et qui permettent aux producteurs de vivre dignement sans toujours chercher le moins-disant social, le moins-disant environnemental qui a des répercussions sur la vie concrète des paysans, mais qui a des répercussions sur le plan sanitaire également et sur le plan de ce que trouvent les consommateurs sur les étals. Quand Emmanuel Macron dit « je ne signerai pas l'accord UE-Mercosur », c'est sans doute pour rassurer la population française, les agriculteurs français, mais ça n'a aucune
stricte réalité concrète. Soit la Commission européenne le finalise sans tenir compte de l'avis de la France, et donc en contournant cet avis-là, et l'annonce dans les jours ou semaines à venir. Et si elle fait cela, une deuxième phase s'ouvrira, qui sera la phase de ratification de l'accord. Et là, il est vraisemblable qu'effectivement, la France pourra dire « je ne signe pas ou je ne valide pas l'accord UE-Mercosur », mais probablement que la Commission européenne obtiendra que cette décision soit prise non pas à l'unanimité, donc avec un droit de veto de la France, mais ce qu'on appelle la majorité qualifiée, et donc du coup, sans tenir compte de l'opposition de la France. C'est la raison pour laquelle il faut que la France intervienne dès à présent, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue diplomatique, et convaincre d'autres capitales en Europe de s'opposer à l'accord UE-Mercosur. La France est beaucoup moins isolée qu'on ne le dit. Nous avons 12 États qui demandent la finalisation de cet accord. Ça veut dire qu'il y en a 15 qui sont soit opposés, soit qui ont des réserves, soit qui n'ont pas d'avis. Et donc, du coup, il est possible de construire une minorité de blocage avec ces pays-là. Mais pour cela, il faut que la France déploie réellement sa diplomatie à l'échelle européenne pour convaincre ces pays de la rejoindre sur sa position. Nous avons là un problème politique. Il n'y a plus de majorité sociale et politique en France pour approfondir la mondialisation. C'est l'occasion de remettre à plat la politique commerciale. C'est possible. Il suffit donc de mettre de côté l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur et de rediscuter collectivement de ce que doit être une politique commerciale appropriée et en adéquation avec les grands enjeux du XXIe siècle.